Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à mieux comprendre les notions juridiques essentielles pour valider un choix d'installation ou d'exercice en société et surtout à mesurer les conséquences concrètes de ces choix sur votre responsabilité professionnelle et patrimoniale. Quand on s'installe ou quand on envisage de changer de mode d'exercice, on pense souvent à l'organisation du cabinet, au lieu, au rythme de travail, parfois à la fiscalité. Mais les fondements juridiques sont tout aussi déterminants. Ils conditionnent votre niveau de risque, votre liberté de décision et la façon dont vous travaillez avec vos associés. Commençons par une distinction fondamentale, personne physique et personne morale. En tant que médecin libéral, vous êtes avant tout une personne physique. Cela signifie que vous exercez en votre nom propre et que vous êtes personnellement responsable des actes médicaux que vous réalisez. Si vous exercez seul, sans société, vous facturez, vous payez vos charges. Et en cas de difficulté, votre patrimoine personnel peut être engagé, sauf protection spécifique. Dès que vous créez une société, une nouvelle entité apparaît, la personne morale. Cette personne morale a sa propre existence juridique. Elle peut signer des contrats, ouvrir un compte bancaire, emprunter et être redevable de dettes. Prenons un exemple simple. Dans une société civile de moyens, une SCM, la société a une personnalité morale. Elle paie le loyer, le matériel, le personnel. En revanche, elle ne soigne pas les patients. Chaque médecin reste responsable de son activité médicale, mais les moyens sont mutualisés. Dans une société d'exercice libéral, une SEL, la logique change encore. C'est la société qui porte l'activité médicale et qui facture. Vous êtes alors rémunéré sous forme de salaire ou de dividendes. Et surtout, les dettes de la société sont en principe supportées par la société elle-même, et non par votre patrimoine personnel, sauf exception. Deuxième notion clé, société de personnes ou société de capitaux. Les sociétés de personnes reposent avant tout sur la confiance entre associés. On parle d'intuitu personae, l'identité de vos associés compte énormément. On y retrouve par exemple la société de fait appelée SDF, la société civile de moyens, ou SCM, la société civile professionnelle, ou SCP, ou encore la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, la SISA. Dans ces structures, la contrepartie de cette confiance est souvent une responsabilité étendue. Les associés peuvent être tenus responsables des dettes sociales, parfois de façon illimitée. A l'inverse, les sociétés de capitaux, comme certaines sociétés d'exercice libéral ou les sociétés de participation financière de profession libérale, les SPFPL, mettent davantage l'accent sur les apports financiers. La responsabilité y est en principe limitée, ce qui offre une meilleure protection du patrimoine personnel. Cela nous amène à un point central, la responsabilité des associés à l'égard des dettes sociales. Il existe plusieurs régimes. D'abord, la responsabilité solidaire et indéfinie. Dans ce cas, un créancier peut demander à un seul associé de régler la totalité de la dette, même si cette dette a été contractée par un autre associé. Ce mécanisme est souvent méconnu et peut être extrêmement risqué. Imaginez deux médecins exerçant ensemble sans structure formelle en société de fait. La société contracte une dette de 50 000 €. Si elle ne peut pas payer, la banque peut demander la totalité de la somme à un seul des deux médecins, à lui ensuite de se retourner contre son confrère. Autre situation, la responsabilité indéfinie mais conjointe. Chaque associé est responsable à hauteur de sa participation au capital mais sans plafond. Votre patrimoine personnel reste donc engagé, mais de manière proportionnelle. Enfin, il existe la responsabilité limitée aux apports. C'est le cas dans de nombreuses sociétés d'exercice libéral. Si vous apportez 30 000 € au capital et que la société a des dettes supérieures, votre risque financier s'arrête en principe à ces 30 000 €, hors responsabilité médicale personnelle, qui reste toujours engagée. Certaines structures, comme la CISA, prévoient encore un autre mécanisme, une responsabilité pouvant aller jusqu'à 2 fois le montant des apports. C'est un point essentiel à vérifier avant de s'engager. Parlons maintenant du capital social. Le capital social correspond à l'ensemble des apports réalisés à la création de la société, en numéraire ou en nature. Il détermine non seulement la solidité financière de la structure, mais aussi les droits de chacun.
Ces droits sont appelés les droits sociaux. Ils se divisent en deux catégories, les droits financiers et les droits de vote. Les droits financiers vous donnent accès aux bénéfices sous forme de dividendes proportionnellement à votre participation. Les droits de vote vous permettent de participer aux décisions, approbation des comptes, stratégie, évolution des statuts. Selon la structure, vous détenez soit des parts sociales, soit des actions. Les parts sociales dans les sociétés de personnes ne sont pas librement négociables. Les actions dans les sociétés de capitaux sont en principe plus facilement cessibles, même si les statuts peuvent encadrer ces mouvements. Dernière notion importante, le droit de retrait et le droit de mutation. Le droit de retrait permet à un associé de quitter une société dans certaines conditions prévues par la loi ou le cas échéant par les statuts. C'est une question essentielle à se poser dès l'entrée dans une société. Comment sortir, à quelles conditions et avec quelles conséquences financières? Le droit de mutation concerne le transfert de parts ou d'actions. Il peut nécessiter l'accord des autres associés et entraîner des frais ou des droits fiscaux. Là encore, tout se joue dans les statuts. Avant de conclure, prenons un instant de réflexion. Avant de vous engager dans une structure, posez-vous ces questions. Quel niveau de responsabilité suis-je prêt à assumer? Mon patrimoine personnel est-il suffisamment protégé? Et ai-je une vision claire des conditions de sortie si mon projet évolue? Pour terminer, retenez l'essentiel en quelques points clés. Premièrement, le choix de la structure juridique impacte directement votre responsabilité financière et patrimoniale. Deuxièmement, la distinction entre personne physique et personne morale est fondamentale pour comprendre qui porte les risques. Troisièmement, toutes les sociétés ne protègent pas de la même manière, certaines exposent fortement les associés. Quatrièmement, le capital social et les droits qui y sont attachés influencent la gouvernance et la répartition des bénéfices. Enfin, les modalités d'entrée et de sortie d'une société doivent être anticipées dès le départ. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.